La tasse de thé se brisa lorsque M. Faraday, le commissaire-priseur, s'avança d'un pas hésitant sur la table des enchères, le visage déjà bleu. Miss Marple, assise à seulement 3 chaises de lui, observait ses doigts agités taper sur le marteau en bois. Elle remarqua 2 choses simultanément, tandis que des exclamations de surprise parcourèrent la salle. Le goût d'amande amère s'échappant de la tasse à côté de lui, et la silhouette sombre, au fond de la salle, parfaitement immobile, les yeux fixés non sur le mourant mais sur elle. Avant que les villageois rassemblés puissent réagir, Faraday s'effondra complètement, le marteau roulant de sa main. La salle des ventes, bondée de marchands et d'habitants en quête de bonnes affaires, éclata en cris. Quelqu'un réclame de l'eau, un autre un médecin. Mais Miss Marple ne s'approcha pas de l'homme terrassé. Son regard perçant scrutait déjà les tasses de thé intactes sur le plateau que la servante avait apporté quelques instants plus tôt. 3 tasses, 2 vidées, une encore pleine, puis un second cri déchira l'air. Madame Galton, une veuve assise à quelques sièges de là, se serra la gorge, les mains flottant comme des oiseaux pris au piège. Son corps se convulsa comme si une main invisible l'avait tirée vers le bas. Elle s'effondra lourdement sur le banc, les yeux écarquillés de terreur avant que la vie ne les fuit. La salle des ventes se figea, le silence encore plus pesant que la panique précédente. 2 corps gisaient maintenant affalés sur les bancs, les lèvres pincées, leurs tasses encore fumantes. Miss Marple se leva lentement, balayant la salle du regard. 2 morts en quelques minutes. « Ce n'est pas un accident, dit-elle fermement. C'est un message. » La servante hurla en s'appuyant contre le mur. « C'était juste du thé, je le jure. Du thé empoisonné, dit Miss Marple d'une voix calme malgré la panique, et pas versé négligemment. Regardez, les 2 victimes ont bu à des extrémités opposées du plateau. Ça veut dire que chaque tasse aurait pu être empoisonnée, mais seulement 2 ont bu en même temps. Ce n'était pas un hasard, c'était une sélection. » Des cris de surprise parcoururent les villageois. Les hommes murmuraient des prières. Les dealers se pressèrent vers la porte. « Restez où vous êtes !» rugit l'agent Briggs, déboulant enfin suivi de 2 hommes. Son visage se vida à la vue des corps. « Seigneur, là-haut, 2 !»« Trop tard, dit Miss Marple en plissant les yeux. « Et si nous n'agissons pas, il y en aura un 3e. » À cet instant, Emily Harwood, l'une des plus jeunes employées, pleura. Elle avait soulevé sa tasse d'une main tremblante, inconsciente de ce qu'elle buvait. Miss Marple se déplaça plus vite que sa frêle silhouette ne lui permettait, arrachant la tasse des mains d'Emily. Elle se brisa sur le sol, projetant des éclaboussures de thé. Une forte odeur d'amande monta aussitôt, inimitable. « Tu aurais été la prochaine », dit doucement Miss Marple en tenant les épaules de la jeune fille tremblante. « Le tueur voulait te tuer. » Briggs blêmit et se tourna vers la foule. « Qui a apporté ce plateau ? Qui l'a touché ?» Des dizaines de voix s'élevèrent en même temps, le vacarme étant presque couvert. Certains juraient avoir vu la servante seule. D'autres chuchotaient qu'une silhouette se glissait par la porte de derrière. Miss Marple les fit taire d'une main levée. « Il est toujours là, » dit-elle fermement. « Il observe, car sa vanité ne lui permettra pas de partir avant d'avoir constaté l'effet de son travail. » La salle vibrait de malaise. Les hommes se regardaient, les femmes serraient leurs châles. Briggs jura. « Nous allons fouiller chaque homme ?»« Non, » coupa Miss Marple. « Il est plus malin que ça. Il a choisi ses victimes pour une raison. » Monsieur Faraday, le commissaire-priseur qui tenait le marteau, et Madame Galton dont les dettes ont lié son destin au sien. Ce n'est pas un meurtre au hasard, c'est un puzzle. Chaque mort est une pièce posée sur un échiquier. Et le tueur a l'intention d'écrire sa réponse avant que la police n'intervienne. Son regard balaya à nouveau la foule, perçant et inflexible. Le commissaire-priseur véreux, c'était le premier indice. Le poison n'est que l'encre avec laquelle il écrit. Et je connais déjà la main qui tient la plume. Des hoquets emplirent la pièce. Émilie serra plus fort la manche de Miss Marple. Briggs la fixe d'une voix basse. « Tu veux dire, tu sais déjà qui c'est ?» Le regard de Miss Marple était fixe, sa voix douce mais ferme. « Oui, et si nous n'agissons pas dans l'heure, il frappera à nouveau, contre moi. » Le chaos régnait dans la salle des ventes. 2 corps, glacés, gisaient sur les bancs, leurs tasses de thé fumant encore à leur côté. La foule se déplaçait comme une marée agitée, criant, pleurant, les bonnes affaires oubliées. La matraque de l'agent Briggs claquait contre la table, mais même ses rugissements ne parvenaient pas à calmer la panique. Seule Miss Marple demeura calme. Ses yeux bleus balayèrent de la foule effrayée. Sa voix claire. « Silence, vous ferez ce que je vous dis, sinon d'autres mourront avant l'aube. » Cette voix, douce mais ferme, était plus tranchante que les cris de Briggs. Les villageois se figèrent. Émilie s'accrochait à la manche de Miss Marple, les lèvres tremblantes. « Mais comment pouvez-vous le savoir, Miss Marple ? Comment pouvez-vous en être sûre ? Parce que le tueur n'a pas fini, » répondit Miss Marple d'un ton sec. 2 morts en quelques minutes prouvent qu'il ne s'agit pas d'un seul acte de rage.
C'est une performance. Il écrit son crime avec autant de soin qu'un scribe pose de l'encre. Et les artistes ont toujours besoin d'applaudissements. Briggs s'essuya le front. Alors, on va fouiller chaque homme ici, par Dieu. Vous allez perdre de précieuses minutes, l'interrompit Miss Marple. Ne voyez-vous pas? Monsieur Farad, le commissaire-priseur, et Madame Galton, la veuve, ont partagé plus que du thé. Il a vendu, elle a acheté. Son marteau a terrassé ses dettes aussi sûrement qu'il a terrassé son bureau. Ce n'est pas une coïncidence, le tueur suit un ordre. Il choisit ses victimes comme aux enchères, les terrassant l'une après l'autre. Des halètements parcoururent la salle. Les hommes murmuraient, les femmes pleuraient, Briggs jura dans sa barbe. Alors, qui est le prochain? Le regard de Miss Marple parcourut les bancs. Celui qui était assis le plus près de leur dispute. Qui a récemment fait affaire avec Faraday et celui qui profite le plus du silence sur les dettes? La foule s'agita, les visages se tournèrent vers Monsieur Pritchard, un homme rondouillard, marchand. Le visage rouge, il balbutia aussitôt « Bêtise, je ne suis venu que pour l'argent, je ne me dispute pas avec la veuve. » Mais sa main tremblait sur sa tasse et le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Posez ça tout de suite, monsieur. » Il se figea. Briggs saisit la tasse, la renifla et recula. « Du poison? Encore !» De nouveaux halètements éclatèrent, des femmes hurlèrent. Émilie enfouit son visage contre le bras de Miss Marple. « Vous voyez ?» dit Miss Marple d'un ton sombre. « Il n'a pas besoin d'armes encombrantes. Son poison est à l'affût, glissé dans nos coupes, choisi avec précision. La servante ne l'a pas versé par hasard. Elle qu'a été guidée ou effrayée. La servante gémit dans un coin, secouant violemment la tête. « Non, non, je le jure. Il m'a dit de servir les tasses dans l'ordre. Sinon, je paierais. »« Qui te l'a dit ?» rugit Briggs en lui saisissant le bras. Elle sanglota. « Une voix derrière moi, une voix d'homme. Je n'ai jamais vu son visage. » Les villageois s'élevèrent à nouveau, la suspicion s'emparant de lui. Quelqu'un cria « C'était Pritchard !» Un autre jura que c'était le révérend Allgood. Un troisième s'écria que ce devait être le greffier silencieux au fond. Briggs leva sa matraque. « Silence !» Mais alors même qu'il criait, un cri strident s'éleva de l'autre côté de la salle. Toutes les têtes se retournèrent. Monsieur Pritchard, le marchand, était pris de convulsions. Son visage était violacé, ses mains lui griffaient la gorge. Il s'effondra, sa masse faisant trembler les bancs, et la coupe empoisonnée lui échappa des mains. La troisième mort. La panique s'empara de la foule. Certains se précipitèrent vers les portes, d'autres se faufilèrent derrière les tables. Les femmes hurlèrent, les hommes jurèrent. Briggs jura violemment et bondit vers l'homme à terre. « Par les blessures de Dieu, il est parti !» Émilie à la peau pâle comme neige, « Tu l'avais prévenu. Et pourtant, il est mort. » « Oui, » répondit Miss Marple d'une voix calme, « parce que le tueur n'agit pas sur notre ordre, mais sur son ordre. Faraday d'abord, Galton ensuite, Pritchard ensuite, il les vend à la mort comme par tirage au sort, les abattant un par un. » La foule s'agita, la suspicion fulgurante. « À qui le tour ?» crièrent des voix. « Elle sait, c'est elle qu'il veut. » Briggs aboya pour réclamer le calme, mais ses yeux se tournèrent vers Miss Marple, la suspicion se transformant en rage. Émilie se cramponna davantage. « Ils vont se retourner contre vous, Miss Marple. Ils pensent que vous êtes la cause de votre malheur. » Miss Marple leva le menton, la voix ferme. « Non, je l'ai lu, et la lecture pourrait bien vous sauver si vous l'écoutez. » Elle désigna les coupes éparpillées. Il les dispose comme le commissaire-priseur a disposé les lots, chaque victime étant appelée dans l'ordre. Le commissaire-priseur, corrompu, a rédigé sa liste bien avant ce soir. C'est pourquoi il ose frapper si ouvertement, parce que l'ordre lui-même le protège. Tant que nous ne le briserons pas, d'autres tomberont. Soudain, un mouvement à l'arrière attira son attention. Une silhouette, grande et rapide, se glissa vers la porte latérale. Briggs vit trop tard. « Vous là-bas, arrêtez-vous !» cria-t-il en fonçant à sa poursuite. Les villageois hurlèrent et trébuchèrent sur le côté. Mais avant que Briggs n'atteigne la porte, une chaise s'écrasa sur son chemin. Quelqu'un l'avait lancée délibérément. La silhouette en fuite disparut dans la nuit. Briggs jura en se redressant. « Il est parti !»« Non !» répondit Miss Marple fermement. « Il est là !» Il ne partirait pas avant d'avoir terminé son modèle. Il nous observe toujours, attendant le prochain coup de marteau. Les villageois gémissaient, la panique reprenant. Quelqu'un cria « À qui le tour? Dites-le nous !» Miss Marple plissa les yeux. « Ne me regardez pas, mais regardez le registre que Faraday tenait. Dettes, paiements, marchés, chaque nom écrit à l'encre, chaque vie désormais marquée au fer rouge. Apportez-moi le registre, et je vous dirai à qui revient le quatrième. » Émilie murmura d'un ton pressant. « Tu vas te mettre en danger. Si tu donnes son ordre, il saura que tu l'as démasqué. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Et c'est pourquoi il tentera de me faire taire avant que je parle. Son orgueil exige que l'énigme lui reste exclusive. Cela signifie, ma fille, que le prochain attentat sera contre moi. » Des cris de surprise résonnèrent, les villageois se serrant plus fort. Briggs jura « Nous vous protégerons, Miss Marple. Il ne vous touchera pas. »
Non, dit-elle calmement. Il l'a déjà fait. Tous les regards se tournèrent. Elle brandit son châle. Une trace de liquide, légère mais âcre, s'étalait sur l'ourlet. On m'a effleuré dans ce chaos, dit Miss Marple d'un ton neutre. Du poison sur le tissu qui transparaît rapidement. Si Émilie ne m'avait pas prise à part, j'aurais peut-être été le quatrième corps. La foule cria. Le visage d'Émilie devint blanc. Il a déjà essayé ? Oui, dit Miss Marple, et il a échoué. Mais il réessayera, car un commissaire-priseur malhonnête ferme toujours son lot. Il ne se contentera pas d'une pièce invendue. La cloche de la tour, de la salle des ventes, sonna soudain, son tintement métallique secouant tous les cœurs. Les villageois se figèrent, les yeux écarquillés, serrés les uns contre les autres. Miss Marple leva les yeux, l'air sombre. Il sonne lui-même. Le marteau tombe, un autre lot vendu. Et la mort suivante a déjà commencé. La foule fut prise d'une nouvelle panique. Briggs jura, poussant les hommes vers les sorties. « On va balayer le hall !» Le regard de Miss Marple resta perçant, sa voix claire. « Non, il a dévoilé son jeu. » Le commissaire-priseur, malhonnête, frappe dans l'ordre. Faraday le vendeur, Galton l'acheteur, Pritchard le marchand, chacun était lié par la chaîne du marteau. Son profil se rétrécit, et bientôt il se retrouvera coincé. Émilie serra sa main, les yeux écarquillés. « Tu veux dire que tu sais déjà qui c'est ?»« Oui, dit Miss Marple, le regard d'acier. Et quand le marteau retombera, il se dévoilera devant nous tous. » L'air dans la salle des ventes était lourd et étouffant, lourd de peur et d'âcre odeur du poison répandu. Les trois corps gisaient sous des rideaux déchirés à la hâte, les villageois se signant chaque fois qu'ils jetaient un coup d'œil vers les corps immobiles. La cloche de la tour avait de nouveau sonné, son tintement creux répandant des ondes de terreur dans la foule. Miss Marple se tenait au bout de la table où était posé le grand livre de Faraday. Ses doigts, délicats mais sûrs, tournèrent les pages où étaient inscrites les dettes, les ventes et les paiements. Le livre tremblait à la lueur des bougies et le silence de la salle s'épaississait tandis que tous les regards se tournaient vers elle. Émilie murmura avec crainte « Tu trouveras sa prochaine victime là-dedans, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit Miss Marple, parce que le tueur ne choisit pas au hasard. Il suit l'ordre du marteau, lot par lot. Chaque victime est liée par des transactions, chaque nom est inscrit dans ce livre. Le commissaire-priseur véreux tue selon une liste. Briggs s'essuya le front en sueur et se pencha. « Alors, dépêchez-vous, Miss Marple. Il a déjà 3 points d'avance sur nous. » Elle fit glisser son doigt sur la page. Lot 12, Faraday vendeur. Lot 13, Madame Galton acheteuse. Lot 14, Pritchard négociant. Ensuite, lot 15, mise en gage par... Elle s'interrompit, la voix crispée. « Révérend Allgood !» Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Le révérend grand et Yao, cheveux argentés, recula comme frappé. « C'est de la folie, tonna-t-il. Je suis venu juste pour demander des recueils de cantiques, rien de plus. » Briggs grogna. « Folie ou pas, tu es le prochain sur sa liste. On va te surveiller immédiatement. » Mais les villageois crièrent, la suspicion s'éveillant. « C'est lui le tueur en personne. » Il prêchait trop fort, criant toujours au feu et au soufre. « Ce doit être lui. » Les hommes se précipitèrent, saisissant les bras du révérend. Il cria, se débattant, sa robe se déchirant. Émilie cria « Arrêtez, il sera tué par la foule !» La voix de Miss Marple se fit brusquement entendre. « Assez !» La foule se figea. Elle brandit le registre. Ce livre le condamne seulement comme victime, pas comme meurtrier. Vous confondez ordre et culpabilité. C'est le piège du tueur, il jette les soupçons sur l'innocent, de sorte que, pendant que vous vous disputez, il frappe sans entrave. Les villageois hésitaient, la honte vacillant. Briggs repoussa les hommes en grognant. « Reposez-vous, pas de lynchage sous ma surveillance. » Miss Marple s'approcha du révérend, le regard perçant. « Vous êtes marqué, monsieur. Coupable ou non, le commissaire-priseur a pointé son marteau sur vous. Et cela signifie que vous serez attaqué avant la fin de la nuit. » Allgood tremblait, les lèvres serrées. « Alors Dieu me préservera. »« Non, » répondit Miss Marple d'une voix douce. « Nous devons vous préserver. » Et ce faisant, forcer la main du tueur. Un fracas rompit le silence, tendu. L'une des hautes fenêtres du hall vola en éclats, une pierre s'écrasa sur le sol. Une enveloppe, scellée d'un sceau rouge étincelant, était attachée autour. Des halètements et des cris déchirèrent de l'air. Briggs le saisit et le tendit à Miss Marple. Elle brisa le sceau d'un geste prudent. Le mot à l'intérieur était clair et autoritaire, suivant. La foule gémit de terreur. Émilie serra la manche de Miss Marple. « Il sait, il se moque de toi. »« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton sombre, « il le confirme. » Le révérend Allgood est son prochain adversaire. Il frappera d'ici quelques heures, peut-être quelques minutes. Briggs jura et aboya des ordres. 2 hommes, gardez le révérend. Personne ne sort, personne n'entre. Mais alors même que les gardes s'avançaient, la cloche sonna à nouveau, sourde et lourde. Les villageois gémirent, serrés les uns contre les autres. Miss Marple plissa les yeux. « Écoutez. » La cloche n'est pas aléatoire. Elle sonne à chaque coup, comme un marteau qui tombe. C'est son rythme, son marteau.
Il écrit la mort comme un commissaire-priseur tire au sort, clair, mesuré, définitif. C'est son défaut autant que sa méthode. Il ne peut s'empêcher de performer. Émilie murmura en tremblant. Mais si le révérend est le prochain et qu'il est ici, le tueur n'essaiera-t-il pas de frapper dans cette salle? Oui, dit doucement Miss Marple. Et cela signifie qu'il est parmi nous, même maintenant. Les villageois haletaient, murmurant des prières frénétiques. Soudain, les lampes crépitèrent. L'obscurité envahit le hall l'espace d'un instant. Un cri fendit l'obscurité. « Il est là !» La lumière s'alluma de nouveau. Le révérend Allgood tituba, sa manche fumant là où l'acide avait été projeté. Des halètements emplirent la pièce. Les gardes le relevèrent, les mains brûlantes. Le révérend toussa, pâle et vivant. Émilie hurla. « Il a failli mourir !»« Oui, » dit Miss Marple d'une voix glaciale. Et ce n'était pas un véritable coup, c'était du désespoir. Le tueur devient imprudent, forcé d'agir avant que je ne lise trop loin. Briggs hurla. Fouillez tout le monde. Ses agents se ruèrent sur la foule, saisissant les armes et déchirant les manteaux. Mais les villageois résistèrent, criant leur innocence point battant. La salle se transforma en chaos. Au milieu de la confusion, le regard de Miss Marple s'aiguisa. De l'autre côté des bancs, elle aperçut une main qui reculait trop vite. Une sacoche serrée contre le flanc de sa propriétaire. Son regard se fixa sur elle, trop familière, trop commode. « Briggs !» cria-t-elle sèchement. « Tiens-toi là !» Mais son cri se perdit dans le vacarme. La silhouette recule vers l'arrière. Miss Marple avança malgré la poigne désespérée d'Émilie sur sa manche. Elle se fraya un chemin à travers la foule, sa frêle silhouette d'une stabilité d'acier. La silhouette se retourna brusquement. Une main gantée lui saisit le poignet, l'attirant dans l'ombre du couloir. La porte claqua derrière elle. Émilie hurla « Miss Marple !» La panique s'empara de la salle, mais les agents étaient minces et pris au piège dans la foule. Briggs rugit et se fraya un chemin, mais trop tard. Miss Marple avait disparu. Dans le couloir sombre, la main gantée la plaqua violemment contre le mur. Le poison lui piqua le nez, une légère odeur d'amande s'échappant d'une fiole serrée à quelques centimètres de son visage. La voix du tueur siffla doucement. « Tu lis trop vite, vieille femme. Ce n'est pas à toi de résoudre cette énigme. » Le regard de Miss Marple, calme même dans l'obscurité, croisa celui de la silhouette sombre. « Et pourtant, vous ne pouvez pas résister à la vantardise, n'est-ce pas? Vous murmurez encore. La vanité est toujours une fissure dans le masque. » La main tremblait, la fiole brillait, la cloche sonna de nouveau, étouffée mais lourde. La voix de Miss Marple était ferme. « Oui, et voilà, votre marteau retombe, mais bientôt votre marteau sonnera. » Son dernier coup. Le tueur siffla de fureur, la fiole s'élevant plus haut, et dans le couloir au-delà, la voix de Briggs résonna plus près, les bottes martelant. Le tueur se figea, déchiré entre la fierté et la fuite. Miss Marple sourit faiblement, bien que son pouls lui s'emballe. « Oui, courez alors, l'orgueil ne peut tuer en silence. Et l'orgueil vous démasquera bien assez tôt. » La main la libéra, la projetant violemment contre le mur. La porte s'ouvrit brusquement, des pas s'éloignant dans la nuit. Briggs s'élança, les hommes à ses trousses, les yeux flamboyants. « Miss Marple !» Elle se redressa, ajustant son châle avec une dignité sereine. « Oui, agent, je suis en sécurité. Pour le moment. » Émilie se précipita à ses côtés en sanglotant. « Il a failli te tuer. Tu n'aurais jamais dû quitter le couloir. » Le regard de Miss Marple était d'un froid d'acier. « Il a failli me tuer parce qu'il sait que j'ai lu son ordre. Et maintenant, mon enfant, ce puzzle n'est plus le sien. Il est à moi. » L'air nocturne à l'extérieur de la salle des ventes était âcre et mordant, chargé des cris des villageois effrayés. Les lampadaires flamboyaient dans les rues, les portes claquaient, les volets claquaient. La nouvelle des 3 morts s'était déjà répandue à Ivywood comme une traînée de poudre. Les mères rentraient leurs enfants, les hommes serraient leurs fourches, et partout où Miss Marple se tournait, elle voyait la suspicion se muer en rage. L'agent Briggs marchait à ses côtés en marmonnant des jurons. « Il m'a encore filé entre les doigts. Le diable est plus rapide que la fumée. Mais si vous avez lu son livre de contes correctement, dites-moi franchement, à qui le tour ?» Miss Marple ajusta son châle, la voix calme malgré son pouls rapide. Le révérend Allgood était le 15e, épargné uniquement parce que sa manche était recouverte de fumée plutôt que de chair. Le 16e nom se trouve juste en dessous, Miss Clara Vane. Émilie halta et se précipita derrière eux. « La couturière, elle vit seule au bord du pré. »« Oui, » répondit Miss Marple avec fermeté. « Et elle ne vivra pas longtemps si nous ne la rejoignons pas en premier. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Les villageois se précipitèrent vers eux, leur voix criant. « Nomme le tueur, c'est le révérend. » « Non, c'est elle. Elle sème la mort partout où elle passe. » Une pierre passa, heurtant les pavés aux pieds de Miss Marple. Émilie hurla. Briggs rugit, levant sa matraque. « Reculez, vous êtes nombreux. C'est grâce à elle que vous respirez encore. » Miss Marple leva la main. « Paix, ne voyez-vous pas ?
Chaque mort obéit à l'ordre du marteau. La panique vous aveugle. Tandis que vous criez aux ombres, il s'en va libre de frapper à nouveau. Sa voix, tranchante comme un fouet, coupa le vacarme. La foule hésita, murmurant avec inquiétude. Briggs les repoussa et se fraya un chemin. Ils atteignirent la maison de la couturière en bordure de la prairie, fenêtres obscures, portes barrées. Miss Marple frappa fermement. « Miss Vane, ouvrez tout de G. Suite, c'est urgent !» Pas de réponse. Briggs jura en donnant un coup de pied dans la porte. Ils se précipitèrent à l'intérieur. La petite pièce était bien rangée, des bouts de tissu et de fil éparpillés sur la table. Une seule lampe vacillait. Au centre, Clara Vane était assise, affalée, la tête penchée sur sa couture. Émilie haleta. « On est trop tard !» Mais Miss Marple se serra contre elle, les doigts sur la gorge de la couturière. Non, elle respire encore. Briggs se pencha vers la table, le visage blême. Près de la lampe se trouvait une tasse de thé, dont le bord était légèrement taché de blanc. Une légère odeur d'amande amère montait. Miss Marple se redressa brusquement. Elle a bu, mais pas assez. Il voulait la faire taire, mais elle a bu trop peu avant de perdre ses forces. Briggs aboya à ses hommes. « Allez chercher le docteur, tout de suite !» Clara remua légèrement, les yeux papillonnants. Miss Marple se penche. « Miss Vane, écoutez-moi. Qui vous a donné ce thé ?» Les lèvres de la couturière tremblèrent. Un homme à la porte. Il a dit que c'était pour le remercier d'avoir raccommodé son manteau. Je n'ai jamais vu son visage. » Émilie serra le bras de Miss Marple. « Il était là, juste avant nous ?»« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton sombre, « et il reviendra, certain qu'elle en a fini. Sa vanité ne lui permettra pas de laisser son lot invendu. » Soudain, une ombre apparut à la fenêtre. Briggs se retourna en jurant. « Il était là !» La porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette bondit, le bras levé, tenant une fiole étincelante. Émilie poussa un cri perçant. Briggs se précipita en avant, mais Miss Marple fut plus rapide. Elle saisit les ciseaux de couture sur la table et frappa la main de l'intrus. La fiole s'écrasa au sol avec fracas, se dispersant en fumée. La silhouette grogna et recula dans l'obscurité. Briggs rugit et chargea à sa poursuite, mais la nuit engloutit à nouveau l'homme. Miss Marple toussa pour étouffer les vapeurs âcres, le regard perçant. « Vous voyez ?» Il n'a pas pu résister à l'envie de revenir réclamer son sort. Sa vanité le trahit à chaque pas. Émilie tremblait. « Mais il a failli te tuer. Il voulait te frapper aussi. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « Parce qu'il sait. Il sait que je suis ses ordres aussi scrupuleusement que lui. Et cela fait de moi la seule pièce qui reste hors de son registre. Pour finir, il doit me faire taire aussi. » Le médecin arriva et s'occupa rapidement de Clara. Briggs revint en trombe, jurant. « Encore parti. » Disparut en fumée. « Mais on l'a au moins sauvé. » « Pour l'instant, » dit Miss Marple. Elle étala de nouveau le registre sur la table, désignant la ligne suivante. 17e lot, Monsieur Harcourt, l'agent foncier. Ses dettes étaient liées à Faraday et Galton. Il éta le suivant. Briggs jura en frappant du poing la table. « Alors on le traînera sur la place que sous bonne garde. Il ne sera pas touché. » Miss Marple secoua la tête. « Non, les rassembler tous, c'est lui donner une audience. C'est ce qu'il veut. Son sermon n'est pas terminé tant qu'il ne les a pas réunis pour assister à son triomphe. Si vous les gardez comme des moutons, vous leur donnez sa tribune. » La mâchoire de Briggs se serra. « Alors, bon sang, qu'est-ce qu'on fait ?» La voix de Miss Marple était calme comme le fer. « On le traque, avant le prochain coup de glas. » Émilie murmura, terrifiée. « Mais comment? Il a toujours une longueur d'avance. »« Non, » répondit Miss Marple en plissant les yeux. « Il a toujours un coup de retard. Chacun de ses coups suit le registre, mais je le lis plus vite qu'il ne l'exécute. C'est pourquoi il s'est jeté sur moi dans le couloir. Il sait que je pourrais donner son ordre avant qu'il ne l'exécute. Sa vanité exige qu'il m'arrête. Et c'est pourquoi il devient imprudent. » Briggs fronça les sourcils. « Imbécile, il a failli te trancher la gorge ?»« Oui, » dit Miss Marple. Et ce faisant, il a révélé sa peur. L'orgueil ne craint pas d'être exposé, sauf s'il y a une vérité à révéler. Il sait que je l'ai vu. Et cela signifie qu'il va venir me chercher immédiatement. » Émilie haleta. « Alors tu es la prochaine victime ?»« Oui, mon enfant, » dit doucement Miss Marple. « Je le suis. » La cloche sonna à nouveau, longue et creuse. Les villageois dehors crièrent, leur voix résonnant dans la nuit. Briggs jura, serrant sa matraque. Un autre coup de glace. Un autre coup de marteau. Miss Marple rassembla les morceaux de parchemin qu'elle avait récupérés et les glissa dans son châle. Ses yeux brillèrent. « Oui, un autre lot a été vendu. Mais l'orgueil a pris le dessus. Le commissaire-priseur véreux a frappé trop vite et, dans sa précipitation, il a révélé plus de choses qu'il ne le souhaitait. » Émilie serra sa manche. « Que veux-tu dire ?» La voix de Miss Marple baissa, froide et posée. « Le registre réduit la liste, mais sa vanité la réduit encore davantage. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas inscrit mon nom sur son ordre. Et cela signifie qu'il me traque maintenant. » La lanterne vacilla. Une ombre passa à nouveau devant la fenêtre. Le regard de Miss Marple ne vacillait pas. « Tu vois, mon enfant ?
La vente aux enchères n'est plus la sienne, elle est à moi. La panique régnait sur la pelouse devant la maison de Clara Vane. La nouvelle de son empoisonnement s'était répandue plus vite que les agents de police de Briggs n'en pouvaient supporter. Et déjà des torches flamboyant dans les rues, les visages affolés par la terreur. Les villageois se ruèrent comme une marée, certains réclamant justice, d'autres implorant leur évasion. Briggs se fraya un chemin à travers la foule, la matraque levée. « Reculez tous! Si quelqu'un court, il sera pendu pour obstruction ?» Mais Miss Marple s'avança au centre, son châle serré contre elle, la voix posée. « Écoutez-moi. Il n'a pas terminé. Son ordre est au clair. Le prochain sur le registre de Faraday était Monsieur Harcourt, l'agent foncier. Si vous vous dispersez, vous ne ferez que lui faciliter la tâche. Si vous tenez bon, nous pourrions encore briser sa chaîne. » Un frisson de peur parcourut la foule. Les regards se portèrent sur Harcourt, un homme corpulent aux cheveux clairsemés, ses lunettes scintillant à la lumière de la lampe. Il balbutia « Je ne me dispute avec personne, je tenais seulement des comptes. Il ne parle sûrement pas de moi ?» Le regard de Miss Marple était perçant. « Il parle de vous, monsieur. Faraday a vendu, Galton a acheté, Pritchard a négocié. Et vos comptes les ont tous liés. Ce n'est pas un hasard. Votre nom est le suivant. » Les villageois murmurèrent, certains s'éloignant d'Harcourt, comme si la mort s'accrochait à son manteau. Briggs aboya à 2 agents « Surveillez-le, serrez-le de tous côtés, que personne ne touche à un seul de ses cheveux avant l'aube. » Les hommes hochèrent la tête, encadrant Harcourt de près, tandis que la foule se bousculait. Émilie murmura à Miss Marple, pâle et tremblante, « Si nous le protégeons, cela ne violerait-il pas l'ordre du tueur ?»« Non, répondit Miss Marple d'une voix calme. Cela le met en rage. Il n'acceptera aucune interruption. Son orgueil est au son marteau et il doit tomber. Cela signifie que s'il ne peut pas frapper Harcourt furtivement, il frappera avec audace. Et quand il le fera, nous devons être prêts. » La cloche sonna à nouveau, sourde et lourde, la foule gémit, se serrant de plus belle. Harcourt gémit, serrant ses registres. Briggs cria par-dessus le vacarme. « Tenez bon, il ne passera pas à travers nous. » Mais le regard de Miss Marple balaya la foule. « Ne regardez pas seulement les portes, il a frappé à travers les tasses, les fenêtres, les ombres. Il ne viendra pas, comme vous l'espériez. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un cri fendit la nuit. Harcourt tituba, les mains serrées sur sa poitrine. Ses yeux étaient exorbités, sa bouche se tordit dans un cri silencieux. Les policiers le rattrapèrent alors qu'il tombait, son registre se répandant sur les pavés. « Non !» s'écria Émilie en se précipitant en avant. Miss Marple se pencha, effleurant les lèvres de l'homme de la main. Une légère odeur d'amande amère monta indéniablement. Elle se redressa lentement, le visage sombre. « C'est fait. Il a bu avant notre arrivée. Le poison prend son temps et le temps presse pendant notre dispute. Il était déjà mort, attendant seulement que le marteau tombe. » Les villageois hurlèrent, la panique montait. Certains réclamèrent l'église, d'autres imploraient de vengeance. Une femme s'écria « C'est elle, elle le dit, et il meurt !» Les pierres volèrent de nouveau, s'écrasant sur les pavés. Briggs rugit, les repoussant à coups de matraque. « Imbécile, c'est la seule qui vous fait respirer !» Émilie s'accrochait à la manche de Miss Marple en sanglotant. « Vous n'avez pas pu le sauver. Vous l'avez prévenu, et pourtant, il est mort. »« Oui !» répondit Miss Marple d'une voix calme, « parce que le commissaire-priseur véreux ferme toujours son lot. Une fois le marteau tombé, la vente est irrécupérable. » Ses yeux sont montés jusqu'au clocher. « Et maintenant, il s'enhardit. Il frappe même sous notre protection. Il ne se laissera pas arrêter par la présence. Seule l'exposition le stoppera. » Les villageois se ruèrent à nouveau, leur voix frénétique. « Nommez-le. Si vous connaissez l'ordre, alors nommez le diable lui-même. » Miss Marple leva la main, les réduisant au silence avec effort. « Pas encore. Le nommer sans preuve, c'est le perdre dans le chaos. Il s'éclipsera et frappera à nouveau. Il faut laisser sa vanité le trahir complètement. Son orgueil ne permettra pas d'autre issue. » Mais ces paroles les tenaient en peine. La peur était proche de la folie. Briggs s'essuya le front en grognant. « Ils vont éclater avant l'aube si ça continue. »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « C'est précisément ce qu'il désire. Le chaos est sa couverture. Et pendant que vous luttez contre la foule, il avance vers son prochain camp. » Émilie murmura en tremblant. « Alors, qui vient après Harcourt ?» Miss Marple déplia le registre, le doigt immobile. « Lot 18, Madame Pennyman, la veuve du prêteur sur gage. » Et après elle, les noms s'enchaînent, mêlés de dettes et de marchandages. Il accélère. Son ordre se raccourcit. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Raccourcir ? Que veux-tu dire ?» Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Il ne tue plus pour s'aligner sur le registre. Il tue pour m'atteindre. Chaque coup s'accélère, chaque coup retentit plus vite. Il n'aura de cesse que son marteau ne tombe sur mon nom. » La cloche sonna à nouveau, forte et frénétique. Les villageois gémirent et s'étreignirent. Briggs jura d'une voix rauque « S'il veut tuer tous les débiteurs avant vous, alors nous n'avons aucun espoir. Il va saigner le village à blanc. »« Non, répondit Miss Marple fermement.
Il n'a pas le temps pour ça. Il accélère parce qu'il me craint. Il sait que je lis plus vite qu'il ne frappe. L'orgueil m'empêche de prononcer son nom avant qu'il ne prononce son dernier mot. C'est pour ça qu'il court. C'est pour ça qu'il devient imprudent. Soudain, un cri retentit dans la foule. Un homme surgit de l'autre côté de la pelouse, le sang bouillonnant à ses lèvres. Il s'effondra dans la boue, les mains serrées contre un morceau de papier déchiré. Émilie hurla. « Encore un ?» Miss Marple se pencha vivement pour lui arracher le papier des mains. De la cire rouge scellait le bord. Elle le brisa. 4 lettres lui répondirent « Vite !» Des halètements parcoururent la foule. Miss Marple se redressa, le regard froid. « Oui !» Il nous le dit lui-même. Il accélère. Chaque mort arrive plus vite maintenant. L'orgueil du commissaire-priseur véreux s'impatiente. Émilie serra sa manche. « Alors tu ne peux pas l'arrêter, il tuera à nouveau avant même qu'on bouge. » La voix de Miss Marple était douce mais ferme. « Non, mon enfant. L'orgueil peut se hâter, mais la hâte défait les schémas. Et lorsque les schémas se défont, la vérité est mise à nu. » La foule murmurait, certains appelant à la fuite, d'autres au sang. Briggs gronda à ses hommes. « Tenez bon, gardez toutes les portes. » Miss Marple balaya du regard la foule tremblante d'une voix calme mais féroce. « Ne vous dispersez pas. Ne frappez pas les ombres. Il accélère par peur d'être exposé. Cette peur est sa faille. Et lorsqu'il se remettra en mouvement, il nous en montrera plus que ce qu'il a prévu. » Émilie tremblait, les yeux écarquillés. « Mais s'il raccourcit la commande, ça ne veut pas dire… » « Oui, répondit Miss Marple d'une voix douce. « Cela signifie que mon sort viendra plus tôt que prévu. Et quand le marteau retombera, il pourrait bien tomber sur moi. » La cloche sonna à nouveau, dure et irrégulière. Les villageois gémirent, leurs torches allumées. Miss Marple plissa les yeux. « Oui, il fonce vers son apogée. Et quand il y parviendra, nous l'attendrons. » Le verre était la folie. Le corps d'Harcourt gisait toujours, là où il était tombé, ses registres éparpillés comme des ailes brisées, et le mot « vite » serré dans la main d'une autre victime brûlait dans l'esprit de chaque villageois. Des torches flamboyaient, des voix hurlaient, et la foule déferlait comme une marée montante. Certains hurlaient à la fuite, d'autres à la vengeance, tous cherchant désespérément à trouver un coupable. L'agent Briggs s'avança, la matraque levée, le visage ruisselant de sueur. « Silence ! Par ordre de la loi, silence !» Mais la foule rugit plus fort, le submergeant. Des pierres volèrent, des vitres se brisèrent et une enfant cria, presque piétinée. Miss Marple s'immisça dans le chaos, sa voix plus aiguë que la cloche au-dessus. « Assez !» Chaque cri, chaque bousculade nourrit sa vanité. Vous êtes son public et il se nourrit de votre peur. L'espace d'un instant, la foule hésita, les yeux fixés sur sa silhouette frêle, le châle serré contre elle, mais la suspicion s'empara d'elle. « Elle connaissait leur nom ?» cria un homme. « Ils sont tous morts après qu'elle les eut prononcés. »« Oui !» s'écria un autre. « Elle le dit avec ses mots, elle est de mèche avec lui. » La foule se précipita vers elle, les mains tendues. Émilie hurla en s'accrochant au bras de Miss Marple. « Ils vont te tuer !» Briggs se jette entre eux, brandissant sa matraque. « Reculez, un pas de plus, et je vous abats moi-même. » Mais la foule continuait de se presser. Miss Marple leva la main, le regard fixe. « Si vous me tuez, il gagne. » C'est son sermon, vous ferez son travail à sa place. Chaque mort jusqu'à présent a été un coup de marteau sur la ligne du grand livre. Je n'ai lu que l'ordre qu'il a déjà donné. Lui, accorderiez-vous son triomphe ? La foule vacillait, inquiète, marmonnant, sa fureur tremblant au bord de l'effondrement. Briggs saisit l'occasion. « Assez ! Conformément à la loi et à l'ordre, ce village est sous loi martiale. Personne ne quitte la place, personne n'entre chez soi. Tous resteront sous surveillance jusqu'à l'aube. Quiconque désobéit sera pendu. » Un gémissement parcourut la foule, les portes furent verrouillées, les torches éteintes sous le regard des agents. Les villageois se rassemblèrent en groupes tremblants, parqués par leur propre peur. Émilie murmura « La loi martiale, il veut piéger tout le monde ici. »« Oui, » murmura Miss Marple, le regard perçant. Et ce faisant, il offre sa scène au tueur. L'orgueil exige un public, et maintenant, il a tout le village en cage pour assister à son final. Briggs hurlait des ordres, déplaçant des bancs pour former des barricades et postant des gardes à chaque sortie. Il ne s'échappera plus, s'il est parmi nous, on le rattrapera ici. La voix de Miss Marple était douce, mais cinglante. Où il vous attrapera ? Un loup enfermé avec des moutons n'a pas besoin d'être chassé. Il choisit simplement son moment. Briggs se hircio. « Tu veux que je ne fasse rien ?»« Non, » répondit calmement Miss Marple. « Je voudrais vous faire réfléchir. Son modèle est sa prison. Il suit le registre, et le registre touche à sa fin. Chaque mort s'accélère parce que sa peur grandit. C'est notre avantage. Il doit frapper vite maintenant, et en frappant, il doit se révéler. » Les villageois se rassemblèrent en groupes effrayés, les yeux perçants, les murmures épais comme de la fumée. La suspicion fusait à chaque regard. C'était le révérend. Non, le conseiller, c'est lui qui profite le plus. Ou elle, la couturière, elle vit encore quand d'autres meurent.
Briggs leur cria dessus, mais la tension monta. Emily se serra contre Miss Marple, tremblante. « Ils vont se retourner l'un contre l'autre. Ou contre toi. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Parce que la peur engendre des bourreaux acharnés. Et c'est pourquoi le commissaire-priseur véreux prospère. Il vend non seulement des biens, mais aussi la confiance. Il la brise, lot après lot, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. » La cloche sonna soudain, sourde et rauque. La foule hurla, certains tombant à genoux. Le regard de Miss Marple s'éclaira. « Écoutez !» Il frappe encore, le marteau tombe, et un autre lot est vendu. Toutes les têtes se tournèrent brusquement, cherchant. Et puis, un cri fendit la nuit. Madame Pennyman, la veuve du prêteur sur gage, s'avança en titubant, les mains crispées sur sa gorge. Elle s'effondra dans la boue, le corps secoué d'un sursaut, avant de s'immobiliser. Les villageois hurlèrent. Emily halta. Briggs jura violemment, s'agenouillant à côté d'elle. « Mort, encore empoisonné !» Miss Marple se pencha vivement, forçant la main raide de la femme à s'ouvrir. Une autre enveloppe se trouvait à l'intérieur, le sceau cramoisi, brillant à la lumière de la torche. Elle la brisa. 4 lettres lui répondirent « Cage ». Des cris de surprise parcoururent à la foule. Emily murmura, horrifiée. « Il sait, il se moque de nous parce que nous sommes coincés ici. »« Oui », répondit Miss Marple d'un ton sombre. La loi martiale lui a donné exactement ce qu'il voulait. Une cage de villageois effrayés, enfermés pour assister à son sermon. Chaque faux pas, chaque mort, c'est du théâtre. Il se nourrit de spectacles. Et maintenant, il écrit le texte avec autant d'audace que n'importe quel prédicateur en chair. Les villageois hurlèrent, la colère bouillonnant à nouveau. « Dites-lui un nom. »« Elle sait. Arrêtez ça avant qu'on meure tous. » Briggs grogna, la voix brisée. « Pour l'amour du ciel, Miss Marple, si vous savez, dites-le. » Le regard de Miss Marple était d'un froid glacial. « Pas encore. Il aspire à ce que je crie son nom maintenant, l'orgueil a soif de reconnaissance. Mais si je la lui accorde trop tôt, il disparaîtra dans l'émeute et d'autres tomberont. Il doit se démasquer devant tout le monde, alors seulement il pourra être lié. » La foule gémit, la suspicion reprenant de plus belle. Un homme cria « Elle a qu'à tarder parce que c'est elle !» Un autre hurla « Elle nous guide vers la mort !» La foule se rassembla à nouveau, main tendue, voix hurlante. Emily serra Miss Marple contre elle en pleurant. « Ils vont te tuer !» Mais Miss Marple resta inflexible, le regard flamboyant. « Frappez-moi si vous le voulez, mais sachez ceci. Le commissaire-priseur véreux ne compte pas seulement les corps, mais aussi les choix. Si vous me réduisez au silence, vous prouvez sa vantardise. Ivywood vend son âme aussi facilement que ses biens. Est-ce bien ce lot que vous souhaitez acquérir ?» Les villageois hésitaient, leur rage se transformant en une honte gênante. Briggs la tira en arrière, aboyant sur ses hommes. « Retenez-les. Elle a raison, on joue le rôle du tueur si on capitule. » Miss Marple ajusta son châle d'une voix douce. « Oui, chaque mort est un coup de marteau. Mais l'orgueil frappe trop fort, trop souvent. Il se précipite vers son dénouement, et dans sa hâte, il trébuche. » Emily murmura, pâle, « Mais il en a déjà tué 4, presque 5. Combien en faudra-t-il encore avant qu'il ne trébuche ?» Le regard de Miss Marple se durcit, de quoi couronner son sermon. Mais pas plus que sa vanité ne peut le supporter. L'orgueil s'effondre sous son propre poids. C'est là son défaut, et c'est là que nous le rattraperons. La cloche sonna à nouveau, fracturée et frénétique. La foule gémissait, se serrant les unes contre les autres. La nuit semblait retenir son souffle. Le regard de Miss Marple parcourut les villageois tremblants. « Oui !» Un autre lot va tomber, mais à chaque mot qu'il écrit, son masque se rétrécit. Il ne peut s'en empêcher. Son orgueil le démasquera avant l'aube. Elle brandit le bout de papier, le mot « cage » brillant à la lueur de la torche. Et quand il le fera, cette cage ne sera plus à nous. Elle sera à lui. Le verre était plongé dans un silence de terreur, le mot « cage » brûlant dans tous les esprits. Les villageois se blottissaient dessous les torches, la peur s'accentuant à chaque coup de cloche. Briggs marchait comme un lion en cage, aboyant des ordres, poussant ses hommes à monter la garde à chaque coin de rue. Mais Miss Marple se tenait à l'écart, le visage calme malgré un regard perçant. Emily murmura à ses côtés « Il a transformé tout le village en théâtre. Chaque mort les fait hurler plus fort. Il ne s'arrêtera jamais. »« Non, » murmure Miss Marple. « Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir terminé son sermon. » Et plus Briggs tend la corde, plus son auditoire s'agrandit. La vanité prospère en cage. Si nous voulons en finir, nous devons sortir des barreaux. Emily fronça les sourcils. « Tu veux dire partir ?»« Oui, » dit Miss Marple. « Je dois aller là où sa vanité était la plus faible. Dans l'ombre, là où il cache la vérité de son ordre. Tandis que la foule hurle, ici, il se croit invisible. C'est là son erreur. » Glisser fut plus facile qu'Emily ne l'avait imaginé. La foule se pressait contre les agents, leurs suspicions s'enflammant à chaque murmure. Briggs n'avait pas d'yeux pour 2 femmes dans le noir. Miss Marple avançait avec une assurance tranquille, Emily s'accrochant à elle, le cœur battant.
Ils traversèrent les ruelles désertes en direction de la salle des ventes. Ses hautes fenêtres étaient abéantes comme des yeux creux, les vitres brisées luisant encore là où le tueur avait lancé ses pierres. À l'intérieur, les bancs étaient renversés, le registre toujours étalé sur la table du marteau. Émilie frissonna. « Revenir ici, il ne s'y attend pas ?»« Oui, dit doucement Miss Marple. C'est pourquoi il ne regardera pas attentivement. » Pride croit que la scène est derrière, pas devant, mais c'est ici que la pièce a commencé, et c'est ici que la vérité attend d'être lue. Elle se dirigea vers le registre, ses doigts fins traçant l'encre. Les noms s'étalaient en colonnes, les dettes comparées aux enchères, chaque lot étant une histoire de cupidité et de désespoir. Mais dans les marges, de légers traits, de crayons marquaient des cercles et des barres obliques. Émilie se pencha. Ce ne sont pas des écrits de Faraday. Son écriture était épaisse et audacieuse. Ceux-ci sont petits, rapides. Précisément, murmura Miss Marple. La main d'un clerc, quelqu'un qui se croyait invisible et pourtant n'a pu résister à l'envie de laisser une trace. Regardez, chaque victime est entourée. Faraday, Galton, Pritchard, Harcourt, Pennyman, chaque croix est marquée lorsqu'elle est frappée. Il compte son sermon comme un conte. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Alors il enregistre ses propres meurtres dans le registre ? Oui, répondit Miss Marple d'un ton sombre, parce que l'orgueil ne résiste pas au triomphe de la comptabilité. Et c'est dans ces milieux que réside sa faiblesse. La vanité laisse des traces écrites. Elle se tourna vers la table où reposaient encore les tasses. La servante avait eu trop peur pour les débarrasser. Miss Marple se pencha, le nez pointu. « Tu le sens, mon enfant ?» Émilie toussa faiblement. « Amande, poison. »« Oui, dit Miss Marple. Mais remarquez bien, une tasse intacte, mais le bord légèrement poussiéreux. Il a mis du poison sur chaque lèvre, mais pas en quantités égales. Assez pour en tuer 2 rapidement, la 3e a été retardée et la 4e a été à peine touchée. Il a mis en scène leur mort pour le spectacle. L'une tombe avant que le dernier soupir ne s'estompe. Il ne se contente pas de tuer, il organise. Émilie tremblait. C'est monstrueux. Oui, dit Miss Marple. Et pourtant, en arrangeant, il se montre borné. Seul quelqu'un d'habitué à l'ordre, au compte et à la comptabilité pourrait faire une telle affaire. Un commissaire-priseur malhonnête ne se contente pas de vendre des objets, il se préoccupe aussi du timing. D'un tiroir sous le bureau, Miss Marple sortit une liasse de reçus. Elle les étala rapidement. Tiens, dette transférée, compte réécrit. Faraday a signé, mais les notes ont été passées par une autre main. Voyez-vous les mêmes petits traits dans la marge, la même main du commis qui a gravé le sceau ? Émilie le fixa du regard. Alors ce n'est pas juste une vengeance, c'est un profit. Il a réécrit ses dettes à sa guise. Oui, dit Miss Marple. Et chaque victime avait des liens avec cette chaîne. Tuez-les et la piste disparaît. L'orgueil se déguisait en prophétie, mais ce n'était que de la cupidité mise en scène. Telle est la vérité du commissaire-priseur véreux. Émilie haleta doucement. « Tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Oui, mon enfant, je me doutais de quelque chose depuis longtemps, mais soupçonner n'est pas une preuve. L'orgueil se dévoilera bien assez tôt. » Une planche de plancher craquait. Émilie se figura. « Mademoiselle Marple, restez calme, » murmura Miss Marple. Son regard se porte vers les ombres au fond du couloir. La fenêtre brisée était béante, la nuit s'était voilée. Pourtant, des pas résonnaient doucement, trop posés. « Il nous a suivis ?» souffla Émilie. « Oui, » répondit Miss Marple, « parce que la vanité ne résiste pas. Il sait que j'ai lu son registre, il sait que j'ai vu ses marques. Il doit me faire taire avant que je ne parle trop fort. » Elle referma doucement le registre, d'une voix calme. « Reste derrière moi, mon enfant. S'il frappe, qu'il me frappe. Il ne peut tuer sans se vanter, et en se vantant, il se démasque. » Les pas se rapprochèrent, le craquement du cuir, le léger cliquetis du verre, une main agrippa le bord de la porte. L'espace d'un instant, le silence régna dans le couloir. Puis un murmure traversa l'obscurité. « Vieille femme, gratte encore son encre ? Tu lis trop. » Émilie gémit. La voix de Miss Marple, cependant, était d'une froideur d'acier. « Et tu écris trop. » L'orgueil ne supporte pas le silence. « Même non, murmuras-tu, sans que personne ne te le demande, tu te trahis toi-même. » L'ombre se déplaça. Un éclat métallique. Émilie cria. Miss Marple ne bougea pas. « Oui, dit-elle doucement, vous frapperez. Et en frappant, vous révélerez la main qui a écrit les marges. Le commissaire-priseur malhonnête vendra bientôt son dernier lot. Et lorsqu'il le fera, il se retrouvera vendu. » La silhouette siffla et recula d'un pas. La porte claqua. Le silence retomba. Émilie sanglotait, serrant le bras de Miss Marple. « Il était là. Il aurait pu te tuer. »« Oui, » répondit Miss Marple d'une voix calme, les mains fermes. « Mais il ne l'a pas fait, car l'orgueil exige une audience. Il ne gâchera pas son dernier acte dans l'ombre. Il attendra que la cage tremble de toutes ses forces. » Elle replia le registre sous son bras, les yeux brillants. « Et maintenant, mon enfant,
Nous détenons sa confession à l'encre. Il ne reste plus qu'à forcer sa langue à s'accorder avec sa main. Emily murmura « Mais comment ?» Les yeux de Miss Marple étaient restés brillants et féroces. En rétrécissant son masque, les marques de marge révèlent des habitudes cléricales. Les tasses témoignent d'une mesure réfléchie. Les reçus témoignent d'un profit. Tous les habitants d'Ivywood ne pourraient pas réaliser de tels modèles. Déjà, la foule diminue en vérité plus qu'en nombre. Bientôt, je le nommerai. La cloche sonna à nouveau, dure et rapide. Emily frissonna. « Alors, on aura peu de temps. »« Oui, » dit Miss Marple. « Il se dépêche. Et nous aussi. » La terreur grondait encore sur la pelouse lorsque Miss Marple et Emily quittèrent discrètement la salle des ventes, plongée dans l'obscurité. Les villageois étaient blottis à la lueur des torches, gardés de tous côtés par des agents de police. Briggs arpentait le périmètre tel un général au combat, sa matraque serrée, le visage impassible. À la vue de Miss Marple, il aboya. « Où donc étiez-vous passé ?» J'avais des hommes qui fouillaient tous les recoins. Le regard de Miss Marple était calme, bien que ses mains serraient fermement le registre. Au seul endroit où la vérité pouvait encore être trouvée. Pendant que vous emprisonniez les villageois, il se croyait libre de jubiler. Mais son orgueil l'a trahi. La foule frissonna, les yeux plissés, des murmures fusèrent, elle a disparu. Elle parle comme si elle savait. Peut-être qu'elle est de mèche avec lui. Émilie s'accrochait à son bras, d'une voix faible mais pressante. Elle a trouvé des marques dans le registre, agent, des cercles et des entailles que le greffier a lui-même fait. Il a enregistré les meurtres comme s'il faisait des comptes. Les halètements se multiplient, la suspicion devient aussi vive que des couteaux. Briggs jura. « Alors qui est-ce, Miss Marple ? Nommez-le avant qu'il ne s'entretue. » La foule s'approcha, les voix s'exclamant « Nommez-le. Si vous le savez, dites-le maintenant. Nous sommes coincés comme des moutons dans cette cage. » Miss Marple leva la main. « Pas encore. Si je parle avant qu'il ne se démasque, il disparaîtra à nouveau dans votre peur. Sa propre vanité doit le forcer à se manifester. » Les villageois hurlèrent de protestation, certains se précipitant vers elle. Briggs rugit, les repoussant. « Tenez bon !» Elle est la seule à avoir compris cette folie. La voix de Miss Marple s'éleva dans le vacarme. « Écoutez, ce ne sont pas des morts aléatoires. Chaque victime était liée aux agissements malhonnêtes de Faraday, dettes détournées, comptes falsifiés, reçus falsifiés. Une main trop habile pour Faraday lui-même. La main d'un commis, caché derrière le marteau, ce n'est pas une prophétie. C'est de la comptabilité écrite avec du sang. » Les villageois sursautèrent. Les hommes se regardèrent avec une suspicion naissante. Les femmes serraient plus fort leurs châles. Un marchand s'écria « Alors c'est Denning, le secrétaire, il tenait les comptes. » La foule se précipita vers un homme maigre et voûté, au fond. Il leva les mains tremblantes. « Non, j'ai juste copié ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais touché aux tasses. » La foule hurla, certains tentant de le tirer vers l'avant. Emily hurla « Arrête, tu vas tuer la mauvaise personne. » La voix de Miss Marple claqua comme un fouet. « Assez, c'est le truc même du tueur. Vous lancez sur l'innocent pendant qu'il se cache derrière votre fureur. Regardez le registre vous-même, voyez comme les cercles sont précis, comme les marques sont nettes. La main d'un commis, oui, mais laquelle ? Elle ouvrit grand le livre à la lueur de la torche. Les villageois se penchèrent en avant, murmurant. Les notes en marge étaient claires, de petits cercles nets autour des noms. Des barres obliques nettes sur les dettes, des traits d'encre différents des gribouillis gras de Faraday. Émilie murmura « Tu leur as montré. Maintenant, ils te croiront. » Miss Marple secoua légèrement la tête. Non, ils ne le croiront que lorsque l'orgueil le poussera à se révéler. C'est pourquoi il devient imprudent, pourquoi il frappe plus vite à chaque coup de sonnette. Il sait que j'ai vu sa main. La cloche sonna soudain, dure et creuse. La foule gémit et tomba à genoux. Briggs se jura en scrutant la foule. Un autre coup. Où ? Les yeux de Miss Marple balayèrent le verre. Personne ne tombe. Pas encore, ce tribut est une vantardise, pas un coup dur. Il nous nargue, montrant que même en cage, il tient le marteau. Les villageois hurlèrent, la peur bouillonnant de fureur. « Alors, nommez-le » cria quelqu'un. « Si vous savez que c'est un employé, alors lequel ? Arrêtez de vous retenir. » La voix de Briggs se brisa. « Pour l'amour du ciel, Miss Marple, si vous avez réussi à la cerner, parlez franchement. » Le regard de Miss Marple était perçant, sa voix posée. « Très bien, écoutez bien. Seuls 3 hommes à Ivywood auraient pu écrire ces marques. 3 hommes qui s'occupaient des comptes de Faraday, Galton et Pritchard. 1, le secrétaire. 2, l'agent foncier. 3, le greffier du conseil municipal. Le reste n'est que du bruit. Parmi ces 3-là se trouve notre commissaire-priseur véreux. » Des halètements se firent entendre. Les regards se tournèrent, la suspicion s'aiguisant comme des lames. Émilie murmura « Tu as réussi à le cerner. Il est là. » « Oui, dit doucement Miss Marple. Et il le sait. C'est pourquoi il frappera avant le prochain coup de sifflet. Il ne supporte pas d'être exposé. » Comme pour confirmer ses dires, un cri retentit.
L'un des employés du conseil poussa un cri perçant tandis que du liquide éclaboussa sa manche. Une odeur d'acide emplissait l'air. Il hurla, déchirant sa chemise, tandis que sa chair grésillait en dessous. Les villageois hurlèrent. Emily cache son visage contre le bras de Miss Marple. Briggs et ses hommes se précipitèrent, tirèrent l'homme au sol et l'arrosèrent de dos. Il sanglota, le bras couvert d'ampoules, mais sa vie fut épargnée. La voix de Miss Marple était sèche. « Vous voyez ? Plus de poison dans les coupes, mais de l'acide à la main. Il frappe plus vite, plus hardiment, cherchant désespérément le silence avant de dire la vérité. C'est là son défaut, l'orgueil le pousse à parler fort alors qu'il devrait se taire. » Les villageois hurlèrent. « Alors c'est bien le secrétaire !» Ou le greffier du conseil en personne. « Nommez-le maintenant avant qu'il ne nous tue tous !» Briggs se tourna vers elle, le visage sombre. « Mademoiselle Marple, fini les jeux. Vous avez réduit la foule à 3. Si vous ne le nommez pas directement, cette foule va les déchiqueter. » Miss Marple plissa les yeux. Et c'est exactement ce qu'il veut. Pour disparaître dans l'émeute, son nom a été perdu tandis que des innocents saignaient. Non, agent, je n'en parlerai pas encore, mais je le piégerai. Et quand je le ferai, il se dévoilera devant vous tous. Les villageois gémirent, la colère bouillonnant. Les yeux d'Émilie étaient écarquillés de peur. Mais si tu ne le fais pas, il viendra te chercher. Oui, dit doucement Miss Marple, le regard fixe, et c'est pour ça qu'il échouera. L'orgueil ne résiste pas à un public. Et ce soir, Ivywood nous regarde. La cloche sonna à nouveau, furieuse et irrégulière. Un silence s'installa, lourd comme une tombe. Miss Marple ferma le registre avec un calme délibéré. Oui, il se hâte. Le commissaire-priseur, véreux, raccourcit son sermon, se précipitant vers son dénouement. Et dans sa hâte, il rétrécit son masque. Ce n'est plus une foule qui se cache derrière lui, mais seulement 3 hommes. 3 mains qui ont écrit trop proprement. 3 registres qui ont saigné trop facilement. Bientôt, il n'en restera plus qu'un. Son regard balaya la foule, immobile comme une pierre. Et quand le marteau retombera, ce ne sera pas sur nous, mais sur lui. La lumière des torches crépitait dans la verdure, des ombres jaillissant sur des visages terrifiés. La cloche sonna de nouveau, rauque et irrégulière, et les villageois gémirent à l'unisson, s'agrippant les uns aux autres, comme si le son lui-même était empoisonné. Briggs aboya après ses agents pour qu'ils stabilisent les barricades, mais même sa matraque ne parvint pas à apaiser la terreur qui pesait lourdement sur l'air. Miss Marple se tenait au centre, le registre replié sous son châle, le regard brillant et froid. Émilie s'accrochait à sa manche et murmurait « Il va encore frapper, n'est-ce pas? Il ne s'arrêtera pas avant ?» « Oui, » dit doucement Miss Marple. Le commissaire-priseur véreux ne s'arrête jamais avant le dernier lot. Il construit son sermon vers un dénouement. Et maintenant, ma fille, il est prêt à déclarer sa dernière vente. Un fracas soudain fit taire les murmures. L'une des fenêtres supérieures de la salle du conseil s'ouvrit brusquement, le verre se dispersant comme de la pluie. Un objet dégringola sur la place, heurtant les pavés avec un craquement sourd. Des hoquets de surprise s'élevèrent, tandis que Briggs s'avançait à grands pas et s'en emparait. C'était un petit maillet en bois, aux manches brûlées, à la tête fendue. Une enveloppe scellée en rouge, attachée autour, était attachée avec de la ficelle. La foule a crié d'horreur. « Encore une erreur ?»« Pas encore. » Briggs le tendit à Miss Marple d'une main tremblante. « Lis-le avant qu'il ne s'entretue. » Elle brisa la cire avec une précision calme. À l'intérieur, griffonné en gros traits noirs, se trouvait un seul mot, « dernier ». Un gémissement collectif parcourut la foule. Les femmes sanglotaient, les hommes criaient des prières et les enfants serraient les jupes de leur mère. Émilie haleta. La dernière victime ? Oui, dit Miss Marple doucement, le mot en l'air. Il annonce son apogée. Chaque sermon se termine par le dernier verset, chaque vente aux enchères par le dernier lot. Il se croit au sommet de sa gloire. Mais, dans son orgueil, il dévoile son jeu. Les villageois murmurèrent, la suspicion ricochant d'un homme à l'autre. Qui est le dernier ? Nommez-le !» « Elle sait !» Briggs hurla au calme, mais ses hommes se débattirent tout contre la foule, leur peur étant aussi forte que celle des villageois. La voix de Miss Marple était claire et nette. « Ne voyez-vous pas ? Il ne choisit pas par haine, mais par spectacle. Chaque mort a préparé le terrain pour son apogée. Le commissaire-priseur véreux veut que tout Ivywood assiste une dernière fois au coup de marteau. La dernière victime n'est pas choisie en silence. Il veut un public qui s'exclame, qui gémit, qui s'incline devant son intelligence. » Émilie murmura en tremblant. Alors ce sera quelqu'un d'important, quelqu'un que tout le monde reconnaîtra. Oui, dit Miss Marple, quelqu'un dont la chute couronne son sermon. C'est l'essence même de la vanité. La foule se rassembla à nouveau, la suspicion s'emparant de lui. C'est le révérend ? Non, le conseiller. Le secrétaire, je jure que c'est lui. Les hommes ont saisi les armes, les femmes ont crié, et les agents de police se sont battus pour maintenir l'ordre. Un homme s'est jeté sur le secrétaire du conseil municipal et l'a traîné en avant. Le secrétaire a hurlé « Je n'ai rien fait !»
Briggs rugit et frappa l'homme avec sa matraque. « Assez, plus un seul lynchage !» Mais la foule insistait, la peur débordant. « Nommez-le !» crièrent-ils à Miss Marple. « Vous avez dit que c'était rétréci, alors parlez !» Miss Marple parcourut la foule du regard, sa voix claire et nette. « Très bien, écoutez bien. Son final n'est ni le révérend, ni le conseiller, ni le secrétaire. Chacun peut être coupable d'avidité, mais pas d'orgueil. L'orgueil a soif d'applaudissements. L'orgueil veut la chute la plus retentissante. Et donc, il choisira non pas parmi les dettes du grand livre, mais parmi le drame de la scène. Les villageois hésitent, la confusion se mêle à peur. Émilie serra sa manche, la voix brisée. « Et alors ?» Le regard de Miss Marple s'aiguisa, ses paroles furent d'un froid glacial. Le commissaire-priseur, véreux, a déjà choisi son dernier lot. C'est moi qui l'a choisi. Un cri de surprise parcourut la verdure. La foule recula, les voix fusant. « Elle ? Il parle de la vieille femme. Alors donnez-la lui, arrêtez-la tout de suite. » Émilie hurla, accrochée à Miss Marple. « Non, tu ne peux pas les laisser. » Le visage de Briggs était pâle, la sueur ruisselait sur ses tempes. « Que Dieu nous vienne en aide. Il vous a marqué, Miss Marple. Les feuillets le prouvent. Mais je ne vous livrerai pas tant que je suis encore en vie. » La voix de Miss Marple était calme malgré la tempête. « C'est pourquoi il échouera. En me désignant, il se trahit. Ce commissaire-priseur corrompu ne peut tuer sans public et il ne peut me tuer sans se vanter. L'orgueil est son défaut et l'orgueil le démasquera. » Soudain, une femme dans la foule hurla. Sa manche brûlait sous l'acide éclaboussé. Des hommes se jetèrent sur une silhouette sombre au bord de la route. Une bagarre éclata, les poings fusant et les cris s'élevant. Briggs rugit, séparant les hommes, mais la silhouette s'éloigna une fois de plus, disparaissant dans la foule des corps. Émilie sanglota. « Il a encore essayé. Il a essayé de te prendre avant tout le monde. » « Oui, » répondit Miss Marple d'un ton sombre, « parce qu'il ne peut attendre. L'orgueil le pousse à frapper, même quand le silence le sauverait. C'est pourquoi il court à sa perte. » Les villageois gémissaient, certains tombant à genoux. « Nous sommes piégés. Nous mourrons tous avant l'aube. » Les yeux de Miss Marple brûlèrent. Non, il a annoncé son dernier sort et sa vanité l'empêche d'en écrire un autre. Son sermon touche à sa fin. Il ne reste plus qu'à le forcer à entrer dans la lumière avant que le glas ne sonne à nouveau. Briggs lui saisit le bras. « Mais comment ?» Il glisse entre toutes les mains. « Mes hommes ne peuvent pas le coincer. » La voix de Miss Marple était ferme. « En laissant l'orgueil terminer son sermon, il lui faut un dénouement, un public, il me faut moi. Et quand il reviendra, ce sera marteau en main, prêt à frapper. C'est alors qu'il se révélera. » Émilie murmura, terrifiée. Et s'il réussit? Le regard de Miss Marple était calme comme la pierre. Puis il vend son dernier lot. Mais ce faisant, il se révèle être un commissaire-priseur véreux. Et le village le verra. C'est un pari auquel la vanité ne peut résister. Il m'a déjà choisi, c'est sa fierté. Et la fierté, ma fille, ne peut pas avoir le dernier mot. La cloche sonna à nouveau, fracassée et furieuse. Les villageois hurlèrent, certains sanglotant, d'autres hurlant. Briggs leva sa matraque, hurlant pour le silence. Miss Marple resta impassible, le bout de papier sur lequel était écrit « Dernier » serré dans sa main. « Oui », dit-elle doucement, « le sermon est presque terminé. Et quand le coup de marteau final tombera, ce ne sera pas moi, mais lui. » Le mot « dernier » brûlait encore dans la main de Miss Marple tandis que la cloche sonnait au-dessus d'elle, dure et irrégulière. Les villageois se serraient les uns contre les autres, leurs murmures se transformant en une tempête de terreur. Briggs s'essuya le front en sueur, sa matraque serrée de toutes ses forces. Émilie s'accrochait à la manche de Miss Marple, les yeux écarquillés de terreur. « Tu ne peux pas le vouloir, » murmura Briggs. « Tu ne peux pas vouloir le laisser te frapper. » La voix de Miss Marple était calme, bien que son visage fût pâle à la lueur des torches. « Il l'a déjà fait. Dès l'instant où il m'a nommé, je suis devenu le dernier élément de son sermon. Son orgueil ne lui permettra pas de finir sans ma mort. Mais en me choisissant, il révèle ses faiblesses. Pour frapper, il doit se montrer devant tous. Et c'est alors qu'il sera pris. » Les villageois gémirent, la suspicion les envahissant. « Elle est folle. Elle va tous nous condamner. Il vaut mieux la lui donner et en finir. » Émilie s'écria. « Non, c'est la seule à le retenir. » Briggs grogna à la foule. « Vous ne poserez pas la main sur elle, pas tant que je respirerai. » Miss Marple leva la main, le regard clair. « Paix. Si vous voulez le salut, vous devez m'accorder une chose. Rassemblez-vous dans la salle du conseil. Rassemblez tout le monde, allumez chaque lampe. Le commissaire-priseur véreux ne résistera pas à un tel public. Là, je serai son appât. Et là, il se démasquera. » Briggs secoua la tête avec force. « C'est de la folie? Tu lui offrirais la scène dont il rêve. »« Oui, » répondit Miss Marple, « parce que sa vanité ne peut lui résister. Et une fois qu'il l'aura franchie, nous le reconnaîtrons. » Émilie murmura en tremblant. « Et si tu te trompes ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Alors je meurs, mon enfant. Mais mieux vaut moi que tous les villageois, un par un. » La foule s'agitait, mal à l'aise,
partagée entre la fureur et la peur. Finalement, Briggs jura en crachant sur les pavés. « Très bien, tous à l'intérieur, jusqu'au dernier. Torches allumées, portes barricadées. S'il vient, il ne trouvera aucune ombre où se cacher. » La salle du conseil était remplie de villageois tremblants, le visage blême sous la lueur des lampes. Les enfants gémissaient, les femmes priaient, les hommes murmurèrent d'une voix sombre. Briggs posta ses agents aux portes, armes au poing, le regard perçant. Le verre du dehors était silencieux, à l'exception du glas. Miss Marple se tenait au centre, son châle serré contre elle, le registre posé sur la table devant elle. Émilie se tenait à ses côtés, jetant un regard nerveux à chaque ombre. Briggs grogna. « Tu lui as donné son théâtre. Où est ton piège ?» Miss Marple souleva le registre, sa voix résonnant dans la salle. « Tiens !» La vanité du commissaire-priseur corrompu n'a pu s'empêcher de marquer ses propres crimes. Des cercles autour de chaque nom, des entailles dans chaque dette, le décompte de chaque décès. Il croyait que personne ne le verrait, mais j'ai vu. Et quand il me frappera, ces marques le pendront. Les villageois murmurèrent, leurs yeux se portant vers les suspects nommés par mademoiselle Marple. Denning, le secrétaire, le commis survivant d'Harcourt, le conseiller Pierce. Chacun s'agita avec inquiétude, la sueur perlant sur ses fronts. Le regard de Miss Marple les parcourut, acéré comme un couteau. « Vous voyez comment il tremble ?» L'orgueil est plus brûlant quand on est acculé. Ce soir, il sait que son sermon touche à sa fin. Soudain, une lampe se brisa. Des éclats de verre giclèrent sur le sol. Des cris retentirent dans la salle. Une silhouette sombre surgit de l'ombre, le bras levé, brillant d'un éclat d'acier. Émilie hurla, Briggs rugit et chargea. Mais Miss Marple ne bougea pas. La lame s'abattit vers le bas, vers son châle. L'espace d'un instant, la foule resta bouche bée, certaine que le marteau était tombé. Mais Miss Marple leva le bras, révélant une bande de tissu épaissement cousu. La lame ricoche sans faire de mal, étincelant contre le métal caché en dessous. Des hoquets de surprise s'élevèrent. Émilie sanglota de soulagement. Briggs se jeta sur lui, mais la silhouette se fondit dans la foule, disparaissant parmi les villageois tremblants. La voix de Miss Marple était calme, bien que son pouce accélère. « Vous voyez, il n'a pas pu résister. Même sous les yeux de tout le village, il s'est jeté sur lui. Mais l'orgueil l'a frappé trop tôt. Dans sa précipitation, il a dévoilé son jeu. La foule hurla, se serrant plus fort. « Qui était-ce ? Nomme-le !»« Arrête ça tout de suite !» Briggs aboyait des ordres, ses hommes saisissant les suspects et les traînant en avant. Le conseiller Pierce protestait bruyamment, Denning bégayait et le greffier pleurait. Émilie serra la manche de Miss Marple. « Tu l'as piégé, tu savais qu'il te frapperait ?»« Oui !» dit doucement Miss Marple. « Parce que l'orgueil se vantera toujours, même quand le silence le sauverait. Et maintenant, l'étau se resserre. » Elle ouvrit le registre sur la table, les parchemins posés à côté. « Regardez ces mots, fin, vite, engagement, dernier. Tous se vantent, chacun se moquant de votre peur. Mais ce soir, il m'a choisi pour son couronnement. Et cette vanité est sa perte, car un seul d'entre nous avait à la fois accès à ses dettes et la raison de les taire. Des halètements emplirent la pièce. Les hommes s'agitaient avec inquiétude, les femmes se serraient non plus fort les unes contre les autres. Briggs grogna. « Alors, parlez, Miss Marple. Donnez-lui un nom. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Pas encore. Il doit parler pour lui-même. » Ce commissaire-priseur corrompu ne supporte pas le silence. Il frappera à nouveau avant que le glas ne sonne, et quand il le fera, son orgueil le démasquera devant nous tous. Les villageois gémissaient, mais la peur les tenait immobiles. Briggs marchait comme un animal en cage, ses hommes armés. Émilie enfouit son visage dans la manche de Miss Marple. Puis la cloche sonna de nouveau, dure et irrégulière. La salle trembla sous son son, Miss Marple éleva la voix pour la couvrir. « Oui, le marteau tombe, mais pas sur moi. Ce soir, il tombe sur lui. » Les lampes vacillèrent, des ombres dansèrent sur les murs, et quelque part dans la salle bondée, une voix siffla, tremblante de fureur. « Vieille femme, tu lis trop !» Des cris de surprise parcoururent la foule. Tous les regards se posèrent sur les visages alentours. Miss Marple plissa les yeux, la voix posée. « Oui, dit-elle clairement, et tu parles trop. L'orgueil ne peut résister. Même maintenant, tu murmures alors que le silence te sauverait. Tu es responsable de ta propre perte. » Les villageois se figèrent, leur peur était aussi vive que du verre. Miss Marple se tenait calmement au centre, le registre dans une main, les bordereaux dans l'autre. Le commissaire-priseur véreux est monté sur scène. Et quand la cloche sonnera à nouveau, il frappera une fois de plus et nous révélera son nom à tous. La salle du conseil était silencieuse, à l'exception du craquement des poutres et de la respiration saccadée des villageois. Le son de la cloche résonnait encore dans l'air comme l'écho d'un marteau frappant le bois. Miss Marple se tenait au centre, son châle serré, le registre ouvert sur la table devant elle. Les feuillets de parchemin scellés de rouge gisaient comme des accusations sous les lampes. Émilie serra sa manche et murmura
il est là, c'est l'un d'eux. Oui, dit doucement Miss Marple. Et la vanité l'a déjà forcé à parler. Il ne peut plus rester caché. L'orgueil est trop brûlant. La foule s'agita, la suspicion se lisant de tous les côtés. La voix de Briggs résonna. « Nommez-le, avant qu'un autre ne tombe. » Le regard de Miss Marple parcourut les 3 hommes désignés. Le secrétaire Denning, le greffier du conseil et le conseiller Pierce. Chacun était pâle, en sueur, tremblant sous le poids du soupçon. « Pas encore, dit-elle clairement, il se nommera. L'orgueil ne le fera plus taire. » Soudain, une lampe crépita, plongeant la moitié de la salle dans l'ombre. Un cri fendit la foule. « Là, il a bougé !» Une silhouette surgit de l'obscurité, le bras levé, une fiole scintillant à la lumière de la lampe. Émilie hurla, Briggs rugit, et les villageois hurlèrent. La silhouette se précipita droit sur Miss Marple. Mais elle tint bon, son châle se soulevant pour la protéger. La fiole se brisa contre le tissu rembourré, éclaboussant le sol sans faire de dégâts. Des halètements éclatèrent. Briggs se précipita en avant, luttant contre la silhouette. La foule se rua, poing battant, voix hurlante. « C'est lui ! Tenez-le !» La silhouette se débattait comme un fou, grognant, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme. « Espèce de vieille sorcière, tu gâches le sermon !» Les halètements se répandirent comme des flammes. « De le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Oui, enfin ton orgueil te démasque. » L'homme fut traîné dans la lumière, le visage pâle et déformé par la fureur. Conseiller Pierce, son manteau déchiré, ses mains tachées de brûlures chimiques, ses yeux exorbités par la rage. Émilie haleta. Le conseiller, depuis le début ? Oui, dit Miss Marple d'une voix claire. Le commissaire-priseur, véreux lui-même. Il gérait les dettes du conseil, supervisait les ventes de terrain et se cachait derrière la main audacieuse de Faraday. Il falsifiait des reçus, encerclait des noms et réécrivait des comptes pour se remplir les poches. Chaque mort réduisait au silence un créancier, effaçait une dette, détruisait un témoin. Et pendant tout ce temps, il jouait au théâtre, sonnant le glas comme son marteau, se moquant de vous avec des bribes de vantardise. Fin, vite, cage, dernier, chaque mot et sa fierté à l'encre. Pierce se débattait contre les hommes de Briggs en crachant « Des mensonges, que des mensonges !» Elle tisse des ruses et du poison dans ses mots. Miss Marple leva le grand livre. « Votre propre main vous trahit. Regardez les marges. » Chaque cercle a été tracé avec la même plume soignée que vous portiez à chaque réunion du conseil. Pas le gribouillage audacieux de Faraday, mais le vôtre. Et voici ces reçus, non modifiés, dettes barrées, chaque trait de votre propre habitude de commis. Vous vous êtes enrichi. Et lorsque les soupçons ont été éveillés, vous les avez masqués sous le couvert du meurtre. Vous avez transformé la cupidité en théâtre. Des cris de surprise parcoururent les villageois. Les hommes criaient, les femmes pleuraient. Émilie murmura « Elle a raison, il a commis ses propres meurtres. » Briggs secoua violemment Pierce en grognant. « Parle franchement, les as-tu tués ?» Le visage de Pierce se crispa, sa voix s'éleva avec fureur. « Je leur ai donné ce qu'ils ont acheté. Chacun paie au marteau, d'une manière ou d'une autre. Ils se croyaient supérieurs à moi. Dette impayée, affaire d'un malhonnête, mais j'étais le véritable commissaire-priseur. Et vous ?» Ses yeux lancèrent des éclairs à Miss Marple. « Vous avez lu mon sermon à voix haute, vous vous êtes moqué de mon art. Je vous aurais vendu en dernier le plus beau lot, la chute finale. » Les villageois reculèrent d'horreur. Émilie serra Miss Marple plus fort. Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. « Oui, et vous avez écrit votre dernière phrase en vous vantant. » Le commissaire-priseur, véreux, a cédé à son propre orgueil. Les hommes de Briggs forcèrent Pierce à s'allonger au sol, les mains liées. Il se tordit en criant sans cesse. « Imbécile, sans moi vos dettes vous enterreront. Vous ramperez jusqu'à la tombe sous les factures et les bonnes affaires. Je vous ai donné le théâtre, je vous ai donné un sens. » Mais la foule le cria de se taire, sa fureur se retournant désormais contre lui. « Meurtrier, diable, voleur corrompu !» Les pierres claquèrent contre les murs, mais Briggs leva sa matraque, appelant à l'ordre. Miss Marple éleva la voix pour couvrir le vacarme. « Écoutez, ne le laissez pas revendiquer un autre triomphe. Il s'est nourri de votre peur, de votre fureur, de votre panique aveugle. Ne lui en donnez pas davantage. Il est démasqué, sa vanité est épuisée, il n'a plus rien à vendre. » La salle se tut, les villageois tremblants mais silencieux. Briggs redressa Pierce, le visage sombre. « Il sera pendu pour ça, par Dieu, et je veillerai moi-même à attacher la corde. » Miss Marple referma délicatement le registre, y glissant les feuilles de parchemin. Sa voix était calme mais ferme. Oui, son orgueil exigeait une audience, et finalement, il l'a détruit. Que ce soit la leçon d'Ivywood, la vanité se vend cher, mais son prix est toujours le sang. Émilie pleurait doucement, s'accrochant à elle. « Vous nous avez sauvés, Miss Marple. Il vous aurait tué ?»« Oui, » dit doucement Miss Marple en lissant son châle. « Mais la vanité ne supporte pas le silence. Elle parle toujours trop fort. C'est comme ça qu'on l'apprend. » Les villageois murmurèrent, la honte mêlée de soulagement.
Les hommes baissaient la tête, les femmes murmuraient des prières. La cloche sonna de nouveau au-dessus de leur tête, mais cette fois, son son était creux, impuissant, dénué de toute menace. Le regard de Miss Marple parcourut la salle d'une voix calme. Le commissaire-priseur véreux a terminé, son sermon est terminé. Queevywood se souvienne que l'orgueil ne paie jamais et que la vanité ne vend jamais. Briggs hocha la tête d'un air sombre. Oui, son marteau est cassé. Et tandis que Pierce était emmené, les villageois regardaient en silence, leur peur enfin transformée en un soulagement las. Miss Marple ramasse son châle, le regard pensif. Oui, mais rappelez-vous, constable, la vanité ne se tue pas avec une corde. Elle attend toujours dans l'ombre, prête à écrire à nouveau, c'est la nature humaine, et cet enfant, dit-elle, en jetant un coup d'œil à Emily, est le plus vrai mystère de tous. La salle de réunion résonna des aveux de Pierce. Les villageois restèrent nus figés, le visage pâle, le souffle court. La diatribe du commissaire-priseur véreux persistait encore, ses paroles d'orgueil, de théâtre, de dette transformées en mort. Puis le silence l'avait engloutie, pesante et définitive. L'agent Briggs traîna Pierce en avant, ligoté et crachant, le manteau déchiré et le regard hagard. 2 agents le flanquèrent, leurs poings serrés. La foule se leva pour le déchiqueter, mais le rugissement de Briggs déchira l'air. « Reculez ! Il sera pendu par une corde, pas par une émeute !» Les villageois vacillent, calmant leur colère. Les femmes sanglotent, les hommes murmurent des prières, et les enfants s'accrochent à leurs jupes. Pierce peine à attacher ses cravates, la voix rauque. « Imbécile ! Vous me devez encore quelque chose, sans moi, vous n'êtes que des indigents. » Briggs le frappa violemment à la mâchoire, le réduisant au silence. « Ça suffit. Ton sermon est terminé. » Emily serra la manche de Miss Marple en tremblant. « C'est fini, n'est-ce pas? Vraiment fini. » Le regard de Miss Marple, perçant comme un silex, parcourut la salle. « Oui, mon enfant. » Sa vanité est épuisée. Il s'est révélé à tous, et ce faisant, a brisé son propre masque. Il ne peut plus frapper. La fille appuya sa tête contre son épaule et sanglota doucement. « Je pensais qu'on te perdrait. Je pensais qu'il gagnerait. » Miss Marple lissa son châle d'une voix douce. La vanité croit toujours qu'elle va gagner. C'est là son défaut. Elle ne peut concevoir le silence, ne supporte pas l'obscurité. Alors elle crie trop fort, frappe trop hardiment et finit par se démasquer. Les villageois retrouvèrent peu à peu la voix, chuchotant entre eux. Un homme murmura « Toutes ces morts, toute cette peur !» Une femme serra son enfant dans ses bras et murmura « Nous avons failli nous entretuer. » Miss Marple se tourna vers eux, la voix claire. « Oui, c'est là son véritable crime. Non seulement le poison dans les coupes ou l'acide dans les fioles, mais le poison du soupçon qu'il a déversé sur chacun de vous. Il a dressé ses voisins les uns contre les autres, semé la peur, jusqu'à ce que vous soyez prêts à faire son travail à sa place. C'est le sermon de la vanité, il se nourrit de votre panique, de votre rage, de votre aveuglement. La honte se lisait sur les visages autour d'elle. Certains baissaient la tête, d'autres pleuraient ouvertement. Briggs revint après avoir remis Pierce à ses hommes, le visage tiré. « Il sera en cellule avant l'aube et je me rendrai chez le magistrat aux premières lueurs du jour. La corde finira ce que l'orgueil a commencé. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, mais rappelez-vous, constable, aucune corde n'a jamais tué la vanité. Elle persiste, attendant une nouvelle étape, une autre main avide de se vanter. C'est la nature humaine, et c'est plus dangereux que n'importe quel poison. » Briggs se frotta la frontale. « Vous dites vrai, madame. Pourtant, ce soir, vous nous avez sauvés. Sans vous, Ivywood se serait effondré. » Le regard de Miss Marple était fixe. « Sans moi peut-être, mais avec moi aussi, vous avez failli y arriver. Vous devez retenir cette leçon, constable. La peur est une arme aussi tranchante qu'une lame. Maniée à l'aveuglette, elle blesse l'ami avant l'ennemi. » Les villageois furent chassés de la salle pas à pas, las. La cloche sonna de nouveau, mais son son était désormais creux, dénué de toute menace. Les hommes la regardèrent avec inquiétude, mais Miss Marple dit doucement « Le marteau tordu du commissaire-priseur est tombé. Son écho ne peut plus vous nuire. » Dehors, les torches crépitèrent dans le vent nocturne. La verdure était vide, à l'exception des traces de l'émeute, les pierres éparpillées, la boue piétinée par les empreintes de pas, les registres déchirés et dispersés. Emily frissonna en les regardant. « On dirait une malédiction maintenant. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Pas maudit, purifié. La peur laisse des traces, certes, mais la vérité laisse la lumière. Avec le temps, le verre ravivera le rire. C'est le rythme des villages. Les orages passent et la vie insiste pour revenir. » Briggs s'attarde à ses côtés, la voix basse. « Vous savez, madame, je vous croyais fragile quand vous avez mis les pieds dans ce pétrin, mais je vois maintenant que vous avez un courage que peu d'hommes peuvent égaler. » Les lèvres de Miss Marple se courbèrent légèrement. « Non, constable, pas de courage, seulement de la lucidité. Là, j'apprends à voir des schémas que les autres ne voient de pas.
Et la vanité est toujours la même, bruyante, impatiente et aveugle à sa propre perte. Émilie la regarda les yeux écarquillés. « Est-ce que je verrai un jour des motifs comme toi ?» Miss Marple lui toucha doucement la main. « Peut-être, si tu apprends à écouter non seulement les mots, mais aussi les silences. À voir non seulement ce qui est montré, mais aussi ce qui est caché. Et surtout, si tu te souviens que l'orgueil parle le plus fort, juste avant de tomber. » Ils retournèrent au presbytère pour se réchauffer. Les villageois se dispersèrent, encore sous le choc, mais plus calmes, la folie s'étant dissipée. Les agents de police de Briggs emmenèrent Tico Pierce, ses jurons s'estompant au loin. Les lampes de la salle brûlaient de faiblement, projetant de longues ombres sur le registre encore posé sur la table. Émilie était assise près du feu, les yeux fixés sur les flammes. « C'est irréel, n'est-ce pas? L'orgueil d'un seul homme pourrait presque nous détruire tous. »« Oui, » dit doucement Miss Marple en pliant son châle. « Mais l'orgueil a déjà détruit des empires, ma fille. Pourquoi pas un village ?» Émilie frissonna. « Et toi, tu étais au milieu, le laissant frapper? Comment as-tu pu rester aussi calme ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Parce que je savais qu'il ne pourrait pas résister. La vanité a plus besoin de son public que de la victoire. Il a dû se manifester. Et quand il l'a fait, il avait déjà perdu. Briggs arrive plus tard, fatigué mais sombre. Il est bien enfermé. Le magistrat le verra à l'aube. Mais je doute de dormir cette nuit. » Miss Marple lui servit du thé d'une voix douce. « Alors, ne cherchez pas le sommeil. Cherchez la réflexion. Souvenez-vous de la rapidité avec laquelle vous vous êtes tous mis à soupçonner les uns les autres. C'était son triomphe. Sur le poison, protégez-vous-en connétable et vous protégerez votre village. » Briggs hocha lentement la tête. « Oui, je m'en souviendrai. » Émilie demande doucement. « Et vous, Miss Marple, allez-vous enfin vous reposer ?» Miss Marple sourit faiblement. « Le repos vient quand on sait que la leçon a été comprise. » Et ce soir, Ivywood a appris, même si c'est douloureusement. La nuit déclinait vers l'aube. La cloche au-dessus du hall était désormais silencieuse, sa langue fêlée enfin immobile. Les villageois, épuisés, rentraient chez eux un à un. Briggs gardait ses hommes dans le hall, gardant leurs prisonniers. Plus aucun cri ne s'élevait, plus aucun glas ne résonnait. Miss Marple était assise en silence, les mains jointes, le regard pensif. Émilie somnolait à ses côtés, enfin en sécurité. Finalement, elle murmura, presque pour elle-même, « Le marteau du commissaire-priseur malhonnête était enfin tombé. Et cette fois, il avait frappé sur son propre nom. »